Chapitre 92. Girolamo, le frère de Giovanni, franchit le portail du palais Gadagne. L'été passa, puis l'automne. L'hiver arriva. La ville avait été secouée par les révoltes de ceux qui avaient faim. Des gagnes deniers, des artisans, des miséreux, des femmes, des enfants avaient pris la rue d'assaut. Il y avait eu des morts. Celle de Dionéo, le fameux imprimeur pris dans l'émeute, dénoncé par Symphorien Champier comme hérétique et pendu, avait fait grand bruit parmi les ouvriers typographes et les imprimeurs dits les griffarins. Thomas Gadagne, enfermé dans sa demeure, n'avait pas de nouvelles de la Flamingue, le navire sur lequel ses deux neveux et Iulio avaient appareillé. Personne ne savait ce qu'ils étaient devenus. Le printemps s'étirait lentement avec ses vagues de soleil et ses intermèdes de pluies orageuses. Lyon, le 25 mai 1529. C'était un de ces après-midi lumineux et tièdes où circule un vent d'espérance. Girolamo Verrazzano, le frère de Giovanni, franchit le portail du palais Gadagne. Les sabots de son cheval résonnèrent sur les pavés de la cour. La marche lourde, les traits tirés, Girolamo se dirigeait lentement vers le bureau de son oncle, le vieux Thomas Gadagne. Il semblait fatigué, épuisé. Il traversa la cuisine où régnait Paola, la mère de Iulio, et s'arrêta non loin d'elle. Le silence des heures tranquilles d'après le repas avait immobilisé le temps. Paola, assise devant la grande table en bois, la tête baissée, préparait un chou. En entendant le pas du visiteur, elle leva les yeux. À la vue de Girolamo, elle se dressa d'un bond. Un sourire se dessina sur son visage. « Seigneur, enfin vous voilà de retour. Où est Iulio ?» Il la regarda, incapable de prononcer un mot. Paola pressentit un malheur. Son sourire s'éteint brutalement. « Mais où est Iulio ?» répéta-t-elle, colère et angoisse mêlées dans la voix. Il s'approcha d'elle et d'une voix sourde. « Iulio est mort. Ils sont morts. Morts tous les deux, dévorés par les sauvages. » Paola ouvrit des yeux immenses, un instant pétrifiée d'horreur, puis, courant autour de la table, en s'arrachant les cheveux, elle se lamentait. « Non, Seigneur Jésus, non! Sainte Vierge, non! Pas ça! Mon Iulio, que j'ai nourri de mon lait, qui a grandi dans mes jupes !» Elle continuait de hurler quand la porte s'ouvrit sur le banquier Gadagne, suivi de près par Thomas le jeune. Ni l'un ni l'autre ne les avait entendus approcher. Paola était comme possédée. « Oh Seigneur, j'ai tant de regrets. Aujourd'hui que Iulio est mort, je n'ai plus rien à cacher. » Le navigateur la regardait, effaré. Elle perdait vraiment la tête. « Mais que se passe-t-il donc? Pourquoi tout ce vacarme? Girolamo, tu es là ?» commença le banquier. Sans lui laisser le temps de répondre, Paola martelait. « Iulio! Iulio est mort! Ils sont tous morts! Iulio, Giovanni !» Elle se balançait d'avant en arrière. Saisi d'émotion, Girolamo se tourna vers son oncle. « Mon oncle, j'ai voulu être le premier à vous avertir, sachant combien vous avez d'affection pour mon frère et moi, et l'aide indéfectible que vous nous avez toujours apportée. »« Mais que s'est-il passé ?» balbutia Thomas Gadagne, la voix blanche. « Comme vous le savez, mon oncle, la plus grande ambition de Giovanni était de découvrir le passage pour Cathay. Après plusieurs semaines, nous avons fait étape aux îles Abaco et Bahamas, puis nous avons navigué vers Porto Rico, les îles Vierges, les petites Antilles, avec toujours un soleil radieux, une mer scintillante de poissons magnifiques. Nous nous apprêtions à faire voile vers le Darien. Au mois d'août, dans ces régions, il fait très chaud et l'air est saturé d'humidité. Nous étions épuisés de chaleur. Les marins s'impatientaient, rongés de fièvre. Seule une petite brise marine nous rafraîchissait. Dans notre navire, nous pouvions voir une ligne de forêt dense. Nous voulions nous reposer, faire le plein de nourriture et d'eau dans une de ces îles paradisiaques où les arbres, les plantes et les fleurs se disputent l'espace. L'île semblait déserte. Mon frère, Iulio et ses hommes, munis de babioles et sans armes, partirent avec 6 compagnons dans une chaloupe explorer cette terre. Ils abordèrent sans peine sur la plage de sable fin et blanc. Quelques instants après,
alors qu'il marchait vers la ligne d'arbres, une centaine d'hommes, nus, parés de bijoux, surgit de la forêt en rugissant et fondit sur eux. Ils brandissaient des lances. Nous avons su tout de suite qu'ils nous étaient hostiles. Sur le pont de la Flamingue, nous suivions les opérations avec anxiété et nous avions raison. Sans qu'ils puissent se défendre et nous les aider, nos gens furent assaillis par les naturels. Certains fuirent dans la forêt, mais mon frère Giovanni fut saisi et abattu. Plusieurs d'entre ces sauvages s'acharnèrent sur lui. Les corps s'effondraient sur le sable pendant que les assaillants lançaient au ciel des cris de guerre. Sans attendre, ces cannibales dressèrent un feu pendant que d'autres, toujours beuglants, dépeçaient nos hommes. Les têtes, les membres finirent rôtis, puis dévorés par ces sauvages. Nous étions épouvantés, paralysés de terreur, d'indignation et d'impuissance. Nous avons attendu 2 jours pour récupérer ceux qui auraient pu se sauver. Nous avons guetté jour et nuit le moindre mouvement dans la mer. Malgré notre désespoir, il fallait ramener la Flamingue et penser à nos commanditaires. Nous avons poursuivi notre route vers le Brésil, chargé lourdement notre bateau de ce fameux bois rouge, et me voilà, porteur de malheur. Sa voix s'affaissa et il se détourna pour dissimuler ses larmes. Voilà mon oncle. Giovanni et Giulio ont trouvé là-bas la mort la plus affreuse qui soit. Il s'effondra sur une chaise. Thomas Gadagne, resté muet pendant tout le temps du récit, avait la tête dans ses mains. Il pleurait. « Giulio, mon fils, mon unique fils !» bégaya Thomas Gadagne. Le vieil homme était livide, le sol se dérobait sous ses pieds. Thomas le jeune avait blêmi. En un éclair, il avait compris. Giulio était le fils de son oncle, son héritier. L'enfant d'une servante, un bâtard détesté pour sa vivacité, son intelligence, celui qu'il avait molesté, dénoncé à tort, haï pour ses succès, qui avait vécu près d'eux, aurait été l'unique successeur du grand banquier. À la stupeur indignée qui passa dans ses yeux, succéda un voile d'allégresse qu'il réprima aussitôt. Un mort ne revient pas, un mort s'oublie. Senza tornata come dice il rospo all'erpice. Sans revenir, comme dit le crapaud à la herse, pensa-t-il au fond de lui-même. Il s'approcha de son oncle, un air de compassion sur le visage. Thomas Gadagne, le cœur déchiré, pris de vertige, s'accrocha à son bras, posa sur lui son regard bleu noyé, et, chancelant, s'assit sur le siège que lui approchait Paola. « Mon fils, mon seul fils !» répéta-t-il. « À l'heure de quitter cette vie !» Girolamo avait mis quelques minutes à comprendre. Il était abasourdi. Déconcerté, il découvrait un long secret. Il se tourna vers Paola qui geignait doucement en quête d'une improbable confirmation. « Ton fils, Giulio ? Giulio, mon cousin ? » Il savait ? demanda-t-il. Il dut se pencher sur elle pour entendre. « Non, Giulio ignorait tout de sa naissance, » balbutia-t-elle la tête baissée. Le regard fixe, le visage figé, elle se tenait debout, les bras le long du corps comme une statue de bois. Girolamo, effaré par la nouvelle, se répétait. Giulio, son cousin. Giulio était son cousin. Leur cousin. Se retournant vers son oncle, il s'agenouilla à ses pieds et pressa sa main. Elle était froide. Votre fils, Giulio, était un grand personnage. Il était digne de vous, mon oncle. Nous l'aimions. Il avait du mal à parler, les mots ne sortaient pas. Ses yeux allaient alternativement de Paola à son oncle. Mais bien sûr, cette silhouette altière, ces yeux de loup blanc étirés, changeants, de ce bleu glacial ou enjôleur. Comment n'avait-il jamais deviné ? La mort de son frère et de Giulio que jusqu'ici il avait tenté d'éloigner, pris par la nécessité de ramener le bateau et son chargement, la mort, donc, lui apparaissait dans toute son horreur. La mort atroce de son frère, celle ignominieuse de Giulio. Thomas Gadagne releva la tête. Il semblait vieux maintenant.
La mort était passée sur son visage. « Laissez-moi, murmura-t-il. C'en est trop, je n'en puis plus. » Il venait de perdre un neveu qu'il considérait comme un fils, et un fils qu'il n'avait jamais reconnu, et qui pourtant promettait de mettre ses pas dans les siens. Girolamo se détourna et quitta la pièce en silence. Paola s'approcha de son maître et osa un geste de tendresse, alors qu'elle-même était pétrifiée de douleur. Le vieil homme eut un mouvement du bras, comme pour la chasser, puis d'une voix éteinte, il s'adressa à Thomas le jeune. « Toi aussi, retire-toi. Je veux être seul. » Les nuits précédant ces révélations avaient été agitées. Thomas Gadagne avait le sommeil tourmenté de visions terribles. Il se réveillait couvert d'une sueur acide et nauséabonde, croyant voir dans la sombre chambre des ombres infernales. Il tombait dans des gouffres, escaladait des rochers et glissait sans parvenir au sommet. Il courait sans pouvoir fuir les êtres abominables qui le poursuivaient. Un monstre aux cheveux de flamme écarquillait les yeux qui jaillissaient dans leurs orbites. Des doigts décharnés le dépouillaient de ses vêtements, le laissant pantelant dans son lit. Le malaise le tenait angoissé pendant de longues heures au matin. Il se faisait violence pour écarter son désir de consulter un devin qui aurait pu l'éclairer sur ses songes terribles. C'étaient propos de femme superstitieuse. N'empêche qu'une sourde crainte qu'il s'efforçait de rejeter lui tenait le cœur en tenaille. Thomas Gadagne fit quelques pas jusqu'à la fenêtre à meneaux qui donnait sur le jardin. Pétrifié, il tentait de se reprendre. Le destin, Dieu, ne l'épargnait pas. Il ne pouvait en vouloir à personne. La vie de Giovanni était sur les mers, en recherche obstinée de trouver ce fameux passage pour Cathay, et celle de Giulio aurait dû s'accomplir non loin de lui. Mais le banquier avait ignoré, jusqu'à son incarcération, les ambitions du jeune homme. Il n'avait rien su de ses projets utopiques. Thomas Gadagne marchait dans son bureau. Il ne sentait pas les larmes rouler sur ses joues grises. Il s'approcha de la banquette recouverte de velours cramoisi qui s'appuyait au mur près de la cheminée, s'effondra sur le côté, et roulé en boule, il se mit à gémir comme un animal blessé, abandonné de tous. Ses cris sourds se faisaient de plus en plus distincts. Il balbutiait des sons, des protestations, des injures, retombait dans les murmures, les sanglots, des hoquets, se laissait aller à la douceur de la douleur, à la jouissance d'une infinie solitude. Quelques minutes passèrent ou plus. Le temps ne peut se mesurer quand la peine est trop envahissante. Son esprit en déroute était en proie à une étrange confusion. Des pensées contradictoires se bousculaient dans son esprit. Les yeux ouverts fixaient le ciel, mais son regard était aussi vide que celui d'un aveugle. Dans la nuit qui s'était faite autour de lui, il sentit venir à lui son neveu et son fils. Ils étaient là. Ils s'avançaient vers lui, côte à côte, souriant. Il entendait leur voix. Giulio, main tendue, s'apprêtait à tomber dans ses bras. Le vieil homme eut un geste pour s'en saisir et émit un rire désespéré lorsque leurs silhouettes s'évanouirent. Des images heureuses venaient à lui. Elles se superposaient pour se fondre en un visage, celui de Giulio enfant, rêvant devant des gravures du livre des merveilles du monde. Des scènes qu'il avait enfouies dans sa mémoire assaillaient le vieil homme. Giovanni, son enthousiasme devant la carte de son bureau, ses projets de conquête des mers, ses découvertes d'autres humanités plus pures, plus naturelles. Mais plus que tout, le vieux banquier avait compris que son neveu avait trouvé dans ces contrées lointaines d'autres façons de vivre, d'autres paysages, d'autres peuples, et que c'était leur différence qui l'intéressait. Giovanni était un grand homme, un homme de cœur, courageux et intrépide. Le chagrin s'était, à nouveau, fait pleurs qui sillonnaient les joues ridées de Thomas Gadagne. L'homme fit un effort pour se relever. Debout devant la cheminée, qui maintenant était le seul foyer de lumière, la tête baissée, il fut pris d'un énorme frisson qui le jeta par terre. L'enfant, cet enfant était le sien, et jamais il n'avait voulu le reconnaître. Un orgueil de maître l'avait empêché.
ou peut-être sa position dans la société. Plus d'une fois, devant les succès de l'enfant, il avait été tenté de se dévoiler, mais il ne pouvait céder. Le remords l'assaillit. Il s'était privé des joies les plus simples, chérir un fils qui brillait dans la maison et qu'il avait laissé insulter et mépriser. Une pensée le foudroya. Les jeux cruels de ses neveux, Thomas le jeune et sa haine trop visible. Il eut un nouveau sursaut, et lui, Giulio, avait-il senti les liens qui l'unissaient à l'homme qui l'avait protégé? Des regrets, tant de regrets qui étaient plutôt des remords, lui faisaient se taper la tête contre la dure pierre de la cheminée. Giulio avait confiance en lui, et en échange, le banquier l'avait aidé, sans jamais se trahir. Il revoyait son regard bleu sombre. Il se souvenait, les livres avaient apprivoisé le rebelle. Il aurait dû lui dire. Il aurait dû l'inclure dans sa famille. Il aurait dû. Les mots ne servaient à rien. Il s'en allait dans le gouffre de son esprit. Étape par étape, il avait suivi l'évolution de son fils. Le vieux banquier eut un pauvre sourire. Pour la première fois ce jour, il pouvait se laisser aller à dire « mon fils ». C'était un bonheur qui, à peine évoqué, était irrémédiablement perdu. Son enfant, son fils. Il se reconnaissait en lui. Cette concentration, cette curiosité des autres et cette violente passion des femmes qu'il avait devinées. C'était lui. Il lui rappelait sa jeunesse quand le moindre jupon le rendait fou. On lui avait rapporté ses aventures à Venise, et il en convenait, le charme de Giulio étourdissait les plus prudes. Mais lui, Giulio, n'en soumettait aucune. À cette pensée, il eut un frisson de honte. Une route boueuse, un clair de lune glacé, une petite silhouette, de grands yeux noirs qui reflétaient à la fois la peur et le défi. Thomas Gadagne secoua la tête pour chasser ces images inopportunes.